Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc notre 66e briefing d'aujourd'hui. Il y a du son qui revient là, c'est pas. Ah, il y a un petit retour, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais ça doit être le micro. Oui. Voilà, ça doit être bon, c'est parfait. Très bien. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver. Alors, donc, configuration un petit peu différente, puisque Emmanuel, Pavel et Arnaud sont à Saint-Pétersbourg, au SPIF, donc au Forum économique, pour représenter dignement la Chambre là-bas, essayer de voir comment les choses peuvent évoluer à la faveur des entreprises françaises en Russie. Alors aujourd'hui, nous avons Igor qui va avoir la lourde tâche de suivre tout, toutes les informations, voilà, une chose comme ça. Donc tu vas commencer, donc je crois, par la politique, voilà, et puis l'économie, et puis ensuite, donc, comme d'habitude, ta grande spécialité, la diplomatie. Donc nous t'écoutons. Merci Gilles, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver effectivement dans cette configuration un peu particulière. Alors je vais commencer par les nouvelles d'ordre économique, puis je parlerai de la politique, ce que fait en fait Arnaud d'ordinaire. Et puis effectivement, je terminerai sur le chapitre diplomatique qui est assez fourni aujourd'hui. Mais rassurez-vous, rien n'a été signé en faveur malheureusement d'un cessez-le-feu. Alors, les nouvelles économiques, j'ai commencé par le SPIF, le Forum international économique de Saint-Pétersbourg, donc qui a débuté aujourd'hui. En fait, pour évacuer le sujet, parce qu'à vrai dire, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce premier jour de forum. En soi, ça constitue une information, puisque d'ordinaire, sur les éditions précédentes, dès le premier jour, on avait une avalanche d'informations qui nous annonçaient qu'il y avait tel contrat qui allait être signé, qui avait été signé, que telle personnalité s'était rencontrée, que tel type de coopération avait été... Aujourd'hui, on n'a rien de ça pour un premier jour. Donc, en soi, je pense que ça constitue déjà une information. Le deuxième élément, c'est que en termes de délégations étrangères, les trois pays qui sont cités, qui reviennent, sont tout d'abord l'Inde, puis les Émirats arabes unis, qui vont être représentés effectivement au niveau des ministres. Mais je tiens quand même à signaler qu'il y a aussi une délégation afghane qui est arrivée. Une délégation afghane. Alors j'attire l'attention sur le fait que l'Afghanistan, enfin le gouvernement afghan à ce jour n'a toujours pas été reconnu officiellement par la Russie, donc le gouvernement des talibans, et que d'autre part, le mouvement des talibans est encore jusqu'à ce jour considéré comme terroriste par les autorités russes. Le discours, pardonnez-moi, de Vladimir Poutine est attendu vendredi et Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déjà annoncé qu'il serait important, ce discours, ou tout du moins que les informations qui sont évoquées par le président seront importantes. Deuxième sujet, c'est la nouvelle du jour, je suis certain que vous n'avez pas pu y échapper, c'est évidemment l'annonce par Ikea de la réduction de ses activités en Russie, puisque l'enseigne suédoise a annoncé aujourd'hui la fermeture de ses 4 usines situées dans les régions de Leningrad, de Novgorod et de Kirov. Les centres commerciaux méga, en revanche, que nous connaissons tous, qui appartiennent au groupe Ikea, resteront ouverts, modulo les magasins Ikea eux-mêmes qui sont dans ces centres, qui eux seront fermés. À travers cette décision, c'est environ une trentaine d'entreprises et sous-traitants russes qui sont impactés, qui travaillaient pour Ikea, pour les fournitures de meubles, pour différents types de services, et évidemment les employés des 4 sites industriels qui vont être probablement qui vont perdre leur emploi. On a déjà appris que la chaîne Off a manifesté un intérêt pour racheter ou louer un certain nombre d'actifs que Ikea va donc laisser. On peut penser aux usines, mais également à certains points de vente. Troisième information d'ordre économique nous emmène vers l'Allemagne, puisque Berlin a annoncé que renoncer à la nationalisation de la filiale de Gazprom en Allemagne, souvenez-vous, Gazprom Germania GmbH, qui était une émanation directe de Gazprom en Allemagne pour traiter les transactions gazières, et qui dès le 4 avril en fait était tombé sous administration publique extérieure du gouvernement allemand, sur fond de sanctions économiques européennes. L'Allemagne a annoncé donc aujourd'hui renoncer à la nationalisation de cette entité-là, que la Russie, entre-temps, avait mis sous sanction, dans le cadre de contre-sanctions économiques russes. Et non seulement renoncer à la nationalisation, mais également débloquer 10 milliards d'euros pour éviter que cette structure fasse banqueroute.
compte tenu de la situation extrêmement précaire dans laquelle elle se trouve entre les contre-sanctions russes et le fait qu'il y a évidemment des problématiques gazières qui se sont développées depuis. Alors cette décision intervient néanmoins avec un élément de contexte qui est intéressant de relever, c'est que Gazprom a annoncé diminuer de l'ordre de 40% le volume de transit de gaz à travers Nord Stream 1, celui-ci passant donc de 167 millions de mètres cubes par jour de gaz à 100 millions de mètres cubes par jour de gaz, en raison d'une défaillance sur un équipement fourni par Siemens et que la compagnie allemande ne peut pas évidemment réparer, d'après elle, en raison des sanctions que le Canada a prises sur un certain nombre de composants. Bref, il y a là donc une mesure de rétorsion de la part de la Russie, tout du moins une mesure technique de rétorsion de la part de la Russie qui diminue considérablement, je rappelle 40%, le volume de gaz journalier dans le Nord Stream 1. Toujours au rayon des nouvelles économiques, la Banque de Russie s'est opposée au prélèvement de commissions par les banques qui gèrent les comptes et livrés en devises. Pour rappel, certains établissements bancaires, dont Tinkoff et Raiffeisen, ont commencé à prélever des commissions mensuelles de l'ordre de 1% de la somme du dépôt sur les livrets et sur les comptes libellés en euros. Pour l'instant, on connaît que ce sont que ces deux banques-là qui pratiquent ces tarifs, ces frais, mais évidemment, on peut imaginer que d'autres banques russes pourraient leur emboîter le pas assez rapidement, et cela peut très vite monter à des sommes assez importantes. La Banque de Russie a donc émis un avis négatif par rapport à ce type de pratique bancaire. Sur la politique, Vladimir Poutine a signé le 13 juin un décret qui met fin aux fonctions de Natalia Poklonskaya au poste de numéro 2 de l'agence Rosatronichezvo du ministère des Affaires étrangères. Souvenez-vous, Natalia Poklonskaya, c'est cette ex-procureure de Crimée qui en 2014 avait rejoint, avait épousé ce qu'on appelle le printemps de Crimée, avait rejoint donc la Russie et qui, après le 24 février, avait pris des positions assez tonitruantes, assez bruyantes sur l'opération spéciale, comme on l'appelle, en tout cas des déclarations qui faisaient un peu désordre. Elle a donc été démissionnée de ce poste de numéro 2 de l'agence Rosatronichezvo qu'elle a occupé entre-temps, et elle a annoncé être nommée au poste de conseillère pour le procureur général de Russie, mais compte tenu de ce poste, elle ne peut plus faire de déclaration publique et donc a été annoncé qu'elle fermait ses comptes et réseaux sociaux. Autrement dit, ce qui a fait dire à certains observateurs qu'en échange d'une sinécure, les autorités achetaient son silence et donc qu'elle n'aurait plus à faire de déclaration, ma foi, embarrassante au sujet du contexte géopolitique. Le autre élément de politique intérieure, le Valéry Rachkin, dont on a déjà parlé dans des séances précédentes, a été relevé de son poste de premier secrétaire du comité du KPRF, donc du comité du Parti communiste, pour la ville de Moscou, donc un poste éminemment stratégique et très important au plan politique, poste qu'il occupait depuis 2010. Souvenez-vous qu'il avait eu des déboires avec la justice en raison de l'affaire de la chasse aux rennes, et notamment du renne qui avait été trouvé dans le coffre de sa voiture. Il a été nommé conseiller au comité central du parti, mais donc finalement perd une empreinte, j'allais dire une emprise locale effectivement extrêmement importante dans le paysage politique en Russie. La Douma a adopté aujourd'hui en première lecture un projet de loi sur la menace à la sécurité nationale qui prévoit une peine allant jusqu'à 20 ans de prison pour tout citoyen russe qui prendrait part à un conflit armé contre les intérêts de la Fédération de Russie. Et enfin, on relève également le fait que la région de Leningrad a signé un accord de jumelage avec la ville d'Eniakievo dans la République populaire de Donetsk. Donc c'est un nouveau jumelage après celui de Mariupol avec Saint-Pétersbourg. Il y en a encore eu un autre-temps qui m'échappe. J'en viens au chapitre diplomatique de la séance d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, sur le processus diplomatique lui-même, il n'y a toujours rien. Les Russes continuent de dire qu'ils n'ont reçu aucune réponse depuis leur contre-proposition de l'accord de paix envoyé aux Ukrainiens en avril. En réalité, donc, je vous épargne les échanges qu'il y a à ce sujet-là, puisque en réalité, il n'en ressort rien pour l'instant. En revanche, sur tout le reste du volet de la crise, il s'est passé pas mal de choses. Je vais commencer par l'entretien téléphonique qui s'est tenu aujourd'hui entre les présidents russes et chinois.
Le leader chinois a rappelé que la Chine et la Russie étaient prêtes à se soutenir sur les enjeux de sécurité et de souveraineté, deux thèmes qui leur tiennent évidemment à cœur. Pékin a réaffirmé sa disponibilité pour contribuer au règlement du conflit en Ukraine. On rappelle que Xi Jinping avait déjà évoqué cette possibilité au moins à 2 reprises depuis le 24 février. Le dirigeant chinois a noté, là je cite la communiqué de presse des agences chinoises, le dirigeant chinois a noté le bien fondé des actions menées par la Russie pour protéger ses intérêts nationaux face aux défis extérieurs. Ça c'est une fois de plus le communiqué de presse chinois cité par RIA Novosti que je vous livre. Les deux parties ont également convenu d'étendre leur coopération dans les secteurs énergétiques, financiers et industriels en tenant compte des sanctions imposées par l'Occident. Du côté des relations entre l'Union européenne et l'Ukraine, dans son édition de lundi, le quotidien italien La Stampa a annoncé la visite à Kiev demain du président du Conseil italien Mario Draghi, du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron, qui se trouvait aujourd'hui en Roumanie, en Moldavie, mais ça je vais y revenir. Lors de ce déplacement, qui intervient donc à une semaine du sommet européen de la semaine prochaine, 23 et 24 juin à Bruxelles, il sera question des perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, bien entendu, mais également des céréales. Alors à cet égard, le secrétaire français, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré hier sur les ondes de France Inter que, je cite, « L'urgence, c'est d'arrêter la guerre, de reconstruire l'Ukraine et ensuite de la faire adhérer dans de bonnes conditions à l'Union européenne ». Fin de citation. Donc on voit que la temporalité est ici importante dans la déclaration de Clément Beaune. De son côté, Volodymyr Zelensky a accordé une assez longue interview à la télé allemande ZDF. Il a pour sa part, il n'a pas ménagé le chancelier allemand, il a lourdement critiqué la politique d'Olaf Scholz, qui persiste d'après lui à chercher un équilibre entre aider l'Ukraine et maintenir le dialogue avec la Russie. Dans son entretien, Volodymyr Zelensky affirme attendre du chancelier allemand lors de sa visite de demain à Kiev qu'il fasse un choix clair et net en faveur de l'Ukraine et qu'il l'exprime publiquement et qu'il s'engage aussi à apporter personnellement son soutien à l'octroi à l'Ukraine du statut d'État candidat à l'adhésion dans l'UE. Volodymyr Zelensky a enfin affirmé que le temps joue en la faveur de la Russie sur le champ de bataille. Alors pour en revenir à Olaf Scholz, il y a une enquête intéressante qui a été publiée par le premier institut de sondage allemand qui s'appelle Forsa et qui indique que 68% des personnes interrogées ne partagent pas les critiques adressées au chancelier et que 83% sont en faveur du maintien du dialogue avec Vladimir Poutine, contre 14% qui y sont fermement opposés. Autrement dit, le chancelier allemand, visiblement, est au diapason avec son opinion publique, laquelle opinion publique, d'ailleurs, se prononce majoritairement contre la livraison d'armements lourds à l'Ukraine, environ 54% des sondés. Enfin, encore deux chiffres. 25% estiment que ce conflit ne peut être, 25% des Allemands, donc des personnes sondées en Allemagne par cet institut, estiment que ce conflit ne peut être conclu que par les armes, alors que 68% privilégient la voie diplomatique pour mettre fin aux affrontements. Donc on voit qu'évidemment, Olaf Scholz, qui a pu être accusé de tergiversation, d'atermoiement, est quand même relativement au même diapason que son opinion publique. Toujours sur le sujet de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'UE, tout du moins de l'octroi du statut d'État candidat, la Commission européenne, Madame von der Leyen, a annoncé qu'elle recommanderait d'octroyer à l'Ukraine le statut de candidat. Elle doit rendre officiellement son avis vendredi, c'est-à-dire le lendemain de la visite des 3 leaders européens à Kiev, donc, que je viens d'évoquer. Mais cela dit, le dernier mot revient bien évidemment au Conseil européen. Et là, on sait que les avis sont quand même très partagés. La visite du président Macron, j'y viens. Le président Macron était donc en visite aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie. Il a rendu visite aux forces françaises nouvellement stationnées sur une base aérienne située non loin du port de Constanța. Et dans sa conférence de presse commune avec le président roumain, Emmanuel Macron est revenu à l'occasion de la séance des questions-réponses sur sa fameuse phrase, vous savez, sur « il ne faut pas humilier la Russie », phrase qui lui a été reprochée par un certain nombre de pays européens. C'est un journaliste roumain d'ailleurs qui lui a posé la question à ce sujet.
Et il est donc revenu sur cette phrase, il a tenu à rappeler que la géographie étant ce qu'elle est, lui-même dit que la géographie est têtue, la Russie a été et est notre voisin de l'Europe, elle va le rester encore longtemps évidemment, et que par conséquent il convient de s'entendre avec elle. Tout du moins, il rappelle que le moment venu, le président Zelensky devra négocier avec la Russie. Donc une phrase qui a été ensuite reprise par les agences de presse, notamment russes, dans la matinée. Au sujet de l'aide militaire à l'Ukraine, le ministre ukrainien de la Défense affirme n'avoir reçu que 10% des armements dont l'Ukraine aurait besoin dans ce conflit. Cette déclaration intervient alors que se tient aujourd'hui la réunion dite de Rammstein 3, c'est-à-dire la troisième réunion au format Rammstein. Alors souvenez-vous, le format de Rammstein, qu'est-ce que c'est? C'est un format qui a été inauguré sur la base aérienne américaine de Rammstein en Allemagne et qui en gros rassemble ce qu'on appelle le groupe de contact de l'OTAN pour la coordination des livraisons d'armes à l'Ukraine afin d'optimiser, j'allais dire, ces livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors la première réunion s'est tenue, comme je vous l'ai dit, sur cette base aérienne. Cette troisième réunion, qui s'est donc tenue aujourd'hui, a eu lieu pour sa part à Bruxelles. Évidemment, depuis quelques jours, on a en provenance d'Ukraine des appels à livrer plus d'armes, à livrer des quantités d'armes plus rapides et plus nombreuses. Et donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette dernière déclaration du ministre ukrainien de la Défense, M. Reznikov, au sujet de seulement 10% d'armement nécessaires qui auraient été livrés à Kiev. Monsieur Peskov, aujourd'hui, lundi, pardonnez-moi, a déclaré que la protection des républiques du Donbass était le principal objectif de l'opération spéciale. Alors ça, c'est intéressant, puisque sur les objectifs de l'opération spéciale, il y a eu depuis plusieurs semaines, vous savez, d'abord un flou, et puis ensuite des déclarations à la fois sur les objectifs militaires et les objectifs politiques. Et donc là, on a une déclaration en provenance du Kremlin sur le fait que le cœur finalement de cette opération tourne sur la sanctuarisation du Donbass, ce qu'on avait compris compte tenu des développements du conflit, mais qui est formulé là de manière très clairement par M. Peskov. Sur les céréales, grand sujet, Bloomberg a publié un article en début de semaine selon lequel l'administration américaine encouragerait discrètement les opérateurs agricoles et maritimes à acheter et transporter plus de fertilisants russes afin de prévenir une crise alimentaire mondiale. Cette démarche américaine s'intégrerait dans un processus qui est qualifié de difficile et pénible, mené en coordination avec l'ONU afin d'évacuer les céréales d'Ukraine d'une part et de Russie d'autre part. Enfin, selon une source citée par la télé turque dans l'après-midi, aujourd'hui donc, la Russie, l'Ukraine et la Turquie auraient créé un canal de communication au niveau des ministères de la Défense afin justement d'échanger au sujet de céréales et de leur évacuation. Les États-Unis, les relations États-Unis-Ukraine, Washington va apporter une aide mensuelle de l'ordre de 1,5 milliard de dollars au cours des 4 à 5 prochains mois afin de permettre le fonctionnement du gouvernement ukrainien. Cette assistance va s'ajouter donc aux milliards de dollars déjà budgétés par Washington pour les mêmes objectifs, donc financer le fonctionnement, j'allais dire l'intendance du gouvernement ukrainien. Parallèlement, l'administration Biden dit réfléchir à une solution d'évacuation des céréales ukrainiennes, mais par la Pologne et donc via le rail. Enfin, je vais terminer sur le sujet de l'adhésion hypothétique de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et des réserves exprimées par la Turquie. Manifestement, la Suède a commencé à modifier sa législation en vue de satisfaire à certaines exigences turques en matière de contre-terrorisme. Mais pour sa part, la Finlande estime avoir déjà fait beaucoup pour rassurer la Turquie et ne compte pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Son côté, Ankara a accusé la Grèce, alors ça c'est un autre sujet, mais ça rentre, si vous voulez, dans le thème OTAN et quelque part fracturation un petit peu de l'OTAN autour des contestations de la Turquie. De son côté, Ankara a accusé la Grèce de militariser la mer Égée et menace de prendre des mesures adéquate. Finalement, on s'aperçoit à ce stade de ce dossier que Ankara est déjà parvenu à faire reconnaître comme légitime par l'Alliance ses craintes sur les Kurdes et sur ce que la Turquie appelle le terrorisme à la fois d'origine kurde et puis le mouvement de Gülen, puisque ces craintes ont été qualifiées de légitimes par M. Stoltenberg, ce qui n'était pas évident au moment où la Turquie a engagé ce bras de fer avec la Suède et la Finlande.
Mais le sujet de l'adhésion des 2 pays nordiques à l'OTAN devient donc un casse-tête à quelques jours du sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid le 29 et 30 juin, qui doit au contraire, on l'imagine bien, renvoyer l'image d'une alliance unie et d'un bloc, d'une image de bloc. On voit que là, évidemment, cela remet en cause un petit peu cette image-là. Tant et si bien que finalement, le sujet des livraisons d'armes que j'évoquais un peu auparavant, livraison d'armes à l'Ukraine, devrait devenir le premier sujet et paraître à peine plus consensuel. Je renvoie là aux réserves qui est notamment exprimées par l'Allemagne sur les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. D'où la réunion aujourd'hui au format de Rammstein que j'évoquais, qui a permis d'accorder les violons en amont de ce sommet pour que ces livraisons d'armes finalement paraissent relativement, comme je le disais, consensuelles. En tout cas, ce bras de fer permet aussi à Ankara de faire oublier un peu plus aux Occidentaux qu'elle ne joue pas le jeu, que la Turquie ne joue pas le jeu des sanctions contre la Russie, d'une part, et aux Russes que la Turquie livre quand même du matériel militaire à l'Ukraine, notamment des drones d'attaque à l'Ukraine. Ça permet un peu plus de faire oublier ces sujets-là. Voilà, Gilles, je m'arrête là pour aujourd'hui et donc je prendrai les questions qui ont été posées entre-temps. Merci beaucoup, Igor. C'était long, passionnant, très documenté comme toujours. Donc, merci infiniment. Alors, un certain nombre de questions plutôt d'ordre militaire et géostratégique, quelques autres économiques. Juste une première question de moi-même. Est-ce que tu as une idée des annonces? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur la teneur du discours du président Poutine au SPIF? Est-ce que l'annonce pourrait être liée plutôt à la situation économique ou à la situation géopolitique? Et en liaison avec ça, tu as l'air de dire que le président Zelensky disait que le temps jouait en faveur de la Russie. Est-ce que c'est pas une forme d'ouverture justement à une négociation, enfin à préparer les esprits à une négociation? Oui, je rejoins absolument sur le deuxième aspect, c'est-à-dire que moi je vois même 2 portes de sortie dans l'actualité que je viens d'évoquer. Donc il y a celle que tu mentionnes, le fait qu'il y ait des déclarations, en réalité déclarations de plus en plus pessimistes de la part d'officiels ukrainiens, mais même depuis plusieurs jours maintenant. Je vous rappelle que dans les séances précédentes, on avait dit que des conseillers de Zelensky, des gens de l'administration présidentielle, maintenant n'hésitent plus à donner le nombre de morts par jour de la côté ukrainien, alors qu'avant c'est une information qui était on va dire tabou, on n'en parle absolument pas. Maintenant, ils communiquent dessus beaucoup plus, d'une part. D'autre part, il y a également à la fois les besoins en armes et le ratio qui est exprimé par les mêmes officiels ukrainiens. Autrement dit, ils vous disent là où l'Ukraine dispose d'un type de canon, en face, les Russes en alignent 10, 15, 20, 30 ou je ne sais pas combien. Par conséquent, il y a une parité, on est très loin de la parité, et l'Ukraine serait donc dans une position extrêmement défavorable localement, plus précisément dans la bataille du Donbass, puisque c'est ça dont il s'agit. Et donc maintenant, on a effectivement la sortie de Zelensky sur le thème que le temps joue en faveur de la Russie. C'est intéressant puisque, en tout cas pour un certain temps, on partait du principe que les Ukrainiens pouvaient penser que le temps jouait en leur faveur, le temps que le matériel occidental soit acheminé, qu'il rentre, j'allais dire, en ligne, et puis qu'il commence à faire effet sur le champ de bataille. Les Ukrainiens, pouvait-on penser, miser sur le fait que voilà, le rapport de force serait inversé avec le temps. Or là, on a un président ukrainien qui dit bah non, le temps joue en faveur de la Russie. Et ça m'amène à un deuxième point qui est effectivement la phrase de Clément Beaune sur l'aspect d'abord un cessez-le-feu, ensuite un processus d'adhésion à l'Union européenne qui serait lancé. Ça aussi, on peut imaginer que c'est aussi une porte de sortie, c'est-à-dire mettre sur la table des discussions en face de Zelensky. Oui, vous avez peut-être vocation à adhérer à l'Union européenne. Par contre, il faut d'abord signer un cessez-le-feu. Pas un accord de paix, c'est 2 choses différentes. Il y a cessez-le-feu et l'accord de paix, c'est quand même 2 choses séparées. Mais au moins un cessez-le-feu, parce qu'on ne peut pas engager un processus d'adhésion alors qu'on se bat dans le Donbass et qu'il y a un conflit ouvert. Par conséquent, oui, on voit là deux portes de sortie, donc je te rejoins là-dessus. Sur ta première question, sur les attentes vis-à-vis du discours de Vladimir Poutine vendredi, j'ai pas vraiment d'éléments. Mon intuition me dit qu'il va probablement partir sur un tableau entre un monde qui est de plus en plus comment dirais-je, moins dirigé par les Occidentaux et de plus en plus multipolaire, sur probablement un agenda économique russe qui va se rééquilibrer en faveur d'horizons non occidentaux, vers Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique.
mais je n'ai pas plus d'éléments que ça à t'apporter à ce stade. Très bien. Il y avait une confirmation de ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un nous partage ça, là. Il disait que donc Moscou réduit à nouveau de 33% ses livraisons de gaz par Nord Stream à l'Europe. Gazprom a annoncé mercredi baisser d'encore d'un tiers ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream, arguant du fait qu'il aurait été forcé d'arrêter un équipement de l'allemand Siemens, c'est ce que tu évoquais. Et donc, concrètement, la production quotidienne passera jeudi de 100 à 67 millions de mètres cubes par jour, après une première baisse de 167 à 100 millions de mètres cubes mardi. Donc, ça fait des grosses baisses. Et juste pour information, il neigeait en Allemagne la semaine dernière. Il y avait des chutes de neige en Allemagne orientale la semaine dernière. Ah oui, donc. Bonjour à tous. Une rumeur circule sur un possible 7e volet de sanctions commerciales contre la Russie, mise en place dès le 10 juillet avec une nouvelle liste de produits interdits d'exportation de la communauté européenne, dans des domaines aussi variés que le bois, ouvrage en bois, meubles auto, les bandes en aluminium, ouvrages en aluminium. Avez-vous des infos à ce sujet? Alors, la possibilité d'un 7e volet de sanctions a été évoquée dès le lendemain de la publication du 6e train de sanctions par le Premier ministre polonais, pour dire que les Européens s'attelaient dès à présent à l'élaboration d'un nouveau volet de sanctions. Bon, je rappelle qu'entre le 5e et le 6e train de sanctions, il y a eu 52 jours qui se sont écoulés, alors qu'auparavant, c'était de l'ordre d'une dizaine, quinzaine de jours tout au plus. Donc, je vous renvoie aux séances précédentes que vous pouvez regarder sur YouTube où on analysait cette situation pour dire qu'en réalité, on plafonnait en termes de consensus sur qu'est-ce qu'on peut sanctionner de plus sans finalement compromettre les intérêts économiques des différents pays européens et sans frapper finalement les Européens même. Ouais, là, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, sur la date 10 juillet, c'est ça, ça me paraît ambitieux, ou alors on va sanctionner des choses qui sont assez, en tout cas qui ne sont pas stratégiques pour les économies européennes. Oui, il faut voir dans quelle mesure cela peut aussi faire mal éventuellement à l'économie russe. Et d'autre part, sur le périmètre de ces sanctions, le bois, oui, peut-être, parce qu'effectivement la Russie est exportatrice de bois, mais ça c'est sûr que ça pourrait être un objet à sanctionner, mais je n'ai pas vraiment d'informations à la fois sur l'état d'avancement de ce paquet de sanctions, mais la date du 10 juillet, moi, me paraît assez ambitieuse. Une fois de plus, je rappelle qu'il y a eu 52 jours, le 10 juillet, c'est dans même pas un mois, ça me paraît assez ambitieux comme calendrier. Alors, il y a toute une série de questions. Tu vois si tu veux y répondre ou pas. Ce n'est pas directement lié à la Russie. Que pensez-vous de l'arrivée des troupes russes au Nicaragua? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise 62? Ou bien c'est un coup de bluff des Russes pour faire pression sur la levée des sanctions, voire d'un possible démarrage de sérieuses négociations de paix, j'imagine, de paix. Bon, enfin, ça, en deux mots, déjà, c'est pas la première fois que la Russie va projeter des forces, alors en quantité infime, dans ce qu'on a coutume d'appeler l'arrière-cour des États-Unis, hein, que ce soit vers Cuba, que ce soit vers l'Amérique centrale, voire vers l'Amérique latine. C'est un moyen pour les Russes, finalement, de montrer aux Américains qu'à peu de frais, ils peuvent venir alors à l'époque, c'était un peu les provoquer ou les ennuyer dans ce qu'on appelle leur arrière-cour. Aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, ça a évidemment une autre dimension. Et c'est évidemment rappeler aux Américains qu'ils comprennent parfaitement bien le jeu des sphères d'influence, qu'ils savent ce qu'est une sphère d'influence, puisque eux-mêmes s'en sont, comment dirais-je, autoproclamés une au XIXe siècle. Hein, je vous renvoie à la doctrine Monroe. En expliquant que les Européens, d'abord et avant tout, n'avaient plus aucun droit d'ingérence en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et que par conséquent, cela relevait principalement des intérêts dits privilégiés américains. Bon, on sait que la Russie, depuis des années, réclame une sorte de droit de regard privilégié aussi sur ce qu'elle considérait de sa sphère d'influence en Europe, partie d'Europe orientale, le Caucase et ailleurs, et par conséquent, c'est une piqûre de rappel pour les Américains, pour leur expliquer, vous savez très bien de quoi on parle, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que sont les sphères d'influence, simplement, les Américains considèrent que la Russie, à ce jeu-là, n'est pas leur égal et qu'on n'a pas à leur reconnaître une quelconque sphère d'influence, que ce soit en Europe, et que les règles du jeu sont différentes. Bon. Donc c'est un petit peu une façon de leur rappeler ça. Il y a quelques pouvoirs dans cette partie du monde qui sont plutôt favorables, voire très favorables à la Russie, évidemment le Venezuela, bon, le Nicaragua en fait partie.
Et donc, il y a là la possibilité peut-être d'avoir aussi voilà, une projection de force à l'échelle, j'allais dire, globale dans une région du monde où l'activité de la Russie en général est quand même assez réduite par rapport à ce qu'elle a été lors de la guerre froide, évidemment. Alors, toujours dans le genre, on continue le tour du monde. Que pensez-vous de l'arrivée de 500 soldats américains dans la Corne de l'Afrique? En quoi est-ce lié au conflit ukrainien actuel? Bon, j'ai pas vu passer l'arrivée de ces soldats américains, donc je peux pas vous dire exactement en quoi c'est lié. Et je suis d'accord avec toi, je vois pas trop en quoi c'est lié directement. Par contre, il y a l'éternel, comment dirais-je, la question de la visite de Biden en Arabie Saoudite. Et donc, quand on voit des troupes projetées dans la Corne de l'Afrique, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir des forces qu'on peut projeter vers l'Afrique elle-même, Afrique à l'intérieur du continent, mais pourquoi pas dans une zone qui est aussi infestée, comme on le sait, de pirates, et toujours montrer que, évidemment, les États-Unis restent et demeurent une puissance militaire extrêmement présente dans cette région du monde. Et je rappelle que c'est aussi une zone qui est quand même très convoitée par des puissances régionales ou extra-régionales, alors régionales comme l'Inde, puisque c'est une zone stratégique pour l'Inde, mais aussi pour la Chine, qui est beaucoup plus loin. Là aussi, pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, pour des raisons de navigabilité, de lignes maritimes stratégiques, de projection d'intérêt économique vers l'Europe ou d'importation de pétrole depuis cette région du monde. Donc évidemment, envoyer quelques soldats en plus dans la région, alors je n'ai pas le nombre, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont été projetés, je ne peux pas vérifier, c'est un moyen de montrer que les États-Unis considèrent toujours cette région comme prioritaire. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, le débat sur les projections de soldats, c'est toujours un débat assez risqué, et surtout dans une période préélectorale où Biden est extrêmement mal parti dans des comment dirais-je, dans le fin fond des intentions de vote. Enfin, les démocrates sont très très mal embarqués pour les midterms qui arrivent, et par conséquent, envoyer des soldats comme ça à l'étranger, évidemment, c'est toujours très risqué politiquement à justifier aux yeux de l'opinion publique. Donc moi, je l'inscris plus dans ce contexte-là et pas tellement dans le contexte de l'Ukraine. Très bien. Alors, il y a différentes questions, dont une, je ne comprends pas exactement la logique. Pourquoi la Banque centrale russe n'imprime-t-elle pas plus de monnaie pour renforcer sa monnaie? Je pense à l'affaiblirait plutôt, non? Oui, ça l'affaiblirait. Si vous faites la planche à billets, vous alimentez l'inflation et vous affaiblissez la monnaie. Donc, non, c'est pas ça le but du jeu. Pour l'instant, c'est au contraire brider l'inflation. D'ailleurs, il paraît qu'elle a été relativement en recul sur le mois dernier. On parle de 0, quelques pourcents, mais qu'elle reste évidemment toujours très haute. Je crois qu'on est à quoi, 17, 16 ou 17 en moyenne d'inflation. Donc, ça reste évidemment très haut. Peut-être pas vraiment le moment de faire tourner la planche à billets. Non, pas vraiment. D'accord. Alors, pour rester un peu dans le militaire, un témoignage. Pour info, je reviens du salon Eurosatori, Ouais. salon de la défense et de la sécurité, où le ministère de la Défense ukrainienne avait un stand. Quelques points d'exclamation et d'interrogation. Tenez bon. Non, mais ça, c'est normal. Il y a un autre salon très important qui s'appelle Euronaval auquel je suis notamment allé il y a quelques années de ça. Il y avait un énorme stand ukrainien. Donc ils sont présents sur les salons de défense, mais pas seulement Eurosatori, Euronaval, donc en l'occurrence là en France, mais vous allez les trouver sur des salons de défense à travers le monde, puisque quand même l'Ukraine a un complexe militaro-industriel qui est pas négligeable, en tout cas qui n'était pas négligeable avant le 24 février. Maintenant, il faut voir ce qui va en rester après l'opération spéciale, comme on dit. Et par conséquent, ils exportaient non seulement du matériel, mais ils avaient aussi des contrats en matière de maintenance de matériel ex-soviétique, puisqu'ils allaient ravir des contrats aux prestataires russes pour remonter du matériel qui parfois quand même est très similaire, voire c'est simplement le même. Simplement, ils le montaient, ils le maintenaient pour moins cher, ou en tout cas avec des conditions plus intéressantes. Et donc, ils allaient tailler des croupières sur certains marchés en Inde notamment ou ailleurs, auprès d'armées qui ont acheté du matériel ex-soviétique pléthorique pendant des années. Et maintenant, il faut le maintenir, il faut le moderniser, il faut le réparer. Et donc, c'est tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal dans le sens que le fait qu'ils aient un stand n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Alors, une question qui est dans ton domaine de compétence, tout à fait. Y aurait-il un avantage pour la Russie de contrôler la mer Noire nord-est et ouest et laisser le sud de la Turquie?
De toute façon, même avant le 24 février, de fait, la Russie, j'allais dire, contrôlait déjà, exerçait une forme, j'allais dire, d'hégémonie sur cette partie du bassin de la mer Noire, en raison de tous les différents systèmes d'armes qu'elle a pu déployer en Crimée, sur les côtes, enfin et ailleurs, et surtout de la modernisation de la flotte de la mer Noire qui était quand même très conséquente dans les années 2010. Donc il y avait déjà une fois de plus de fait une supériorité, voire une hégémonie, qui s'exprimait dans cette partie-là, et qui était aussi le résultat de l'absence de réels, j'allais dire, contestataires sur les flottes voisines de la mer Noire. Je sors les Turcs de l'équation, mais quand vous preniez la flotte ukrainienne, la flotte roumaine, la flotte bulgare ou la flotte géorgienne, et elles ne pouvaient tenir aucune comparaison avec la flotte de la mer Noire. Et encore aujourd'hui, elles ne peuvent tenir aucune comparaison avec la flotte de la mer Noire. La Turquie, de toute manière, par son emplacement géographique, la maîtrise sur les détroits, et puis surtout le fait qu'elle est quand même dotée d'une marine assez intéressante, avec des capacités assez intéressantes, était finalement le seul vrai, j'allais dire, challenger. Je rappelle que M. Erdogan, il y a quelques années, s'alarmait du fait que la mer Noire devenait un lac russe. C'est lui qui employait ce terme-là. Et donc, l'idée sous-jacente, c'était d'appeler finalement une présence de l'OTAN qui était peut-être un peu plus robuste, mais avec un bémol, c'est que la Turquie a toujours été très très soucieuse de garder la main sur la sécurité navale en mer Noire dès lors qu'il s'agissait de l'OTAN, c'est-à-dire que, et je terminerai par là, il y a eu un projet proposé par la Roumanie d'une task force navale otanienne qui aurait vocation à patrouiller en permanence dans la mer Noire et sur une base de rotationnel, donc les Français enverraient un bateau à l'occasion, les Allemands un bateau à l'occasion, etc. Et ça a été bloqué notamment par la Turquie, parce que la Turquie veut toujours garder la main sur ses affaires de sécurité maritime en mer Noire dès lors qu'elle touche à l'OTAN. Et elle est toujours très frileuse de laisser plus de présence navale otanienne en mer Noire, parce qu'elle a peur finalement de perdre le contrôle un peu de cette empreinte militaire otanienne en mer Noire. En revanche, pour ce qui se passe à terre, et je parlais tout à l'heure de la présence française en Roumanie, ça c'est autre chose. La police des airs et la présence de contingents de battle group, c'est déjà peut-être un peu moins sensible pour les Turcs. Merci de cette brillante explication géopolitique. C'est bien d'avoir un spécialiste de la marine militaire, plus en Méditerranée, dans son pourtour. Voilà. Là, tu vas avoir une question beaucoup plus difficile. Et ça concerne donc le groupe qui se réunit pour l'armement de la fourniture d'armement. C'est quel est le rapport avec le groupe de rock Rammstein? Alors, j'écoute pas le rock, hein, mais je connais Rammstein. Je crois que à vrai dire, il n'y en a aucun. Voilà. Mais je pensais que c'est pas Pavel qui fait la blague là par hasard. Non, je crois pas. Non, mais je crois que tout simplement, Non, il n'y en a pas. Rammstein, c'est le nom de la base aérienne, une fois de plus, hein, voilà. sur laquelle s'est réuni la première fois sous l'égide des États-Unis ce groupe-là pour coordonner, comme je le disais, l'assistance militaire à l'Ukraine. Parce que au début, chacun est allé un peu de sa dotation, de sa donation, de son assistance. Tout ça a été tout à fait désordonné, complètement spontané. On s'est aperçu aussi qu'il y avait un peu, j'allais dire, un caractère vide-grenier, parce qu'on avait tendance à envoyer des blindés dont on ne se servait plus, des choses qui ne marchaient pas d'ailleurs très très bien parfois, pour finalement aider l'Ukraine, mais en termes d'efficacité, on pouvait parfois se poser la question sur ce qui était livré. Bon. Mais le fait est que les hangars ont été largement vidés de tout ce qu'on pouvait en matériel ex-soviétique, puisque c'est le matériel que l'armée ukrainienne peut utiliser le plus rapidement, puisque c'est le matériel qu'ils connaissent. Si vous livrez des choses très performantes, pas du tout ex-soviétiques, très occidentales, il faut du temps pour former les gens, ils ne savent pas forcément s'en servir. Comment est-ce que vous coordonnez tout ça avec d'autres unités? Enfin bref, ça pose tout un autre schéma. Mais même ces armements ou ces unités ex-soviétiques ont déjà été largement livrés. Alors il en reste évidemment encore, notamment en Grèce, puisque la Grèce a annoncé qu'elle voulait livrer des véhicules blindés légers. Mais en contrepartie de cette livraison, c'est les Allemands qui doivent regarnir le parc grec en livrant des choses plus modernes. D'ailleurs, c'est la technique des Allemands. Ils livrent pas toujours directement, ils livrent souvent indirectement, finalement en regarnissant les parcs des pays qui décident de livrer des choses aux Ukrainiens. Ce qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect opinion publique allemande qui est toujours très frileuse à l'égard de ces sujets militaires. Mais là, on voit que même côté allemand, il y a des retards énormes puisque les Allemands ont dit que ce qui comptait livrer aux Grecs
finalement ne pourra pas être livré avant plusieurs mois parce qu'il faut mettre aux normes de ceci, de cela, etc. Donc il y a des retards qui sont énormes et ce qui fait que les Grecs, en l'occurrence c'est le dernier sujet en question, vont livrer beaucoup moins vite que prévu. Mais ce qui est ressorti de cette réunion de Rammstein, 3e édition, c'est que pour l'instant ils ont prévu effectivement de nouvelles vagues de livraison de matériel ex-soviétique qu'ils ont trouvé, je ne sais pas où, je ne suis pas allé voir le détail, mais c'est en tout cas pour l'instant l'information que j'ai pu lire avant de venir faire le briefing. Très bien. Moi, je crois que le groupe de Rammstein, simplement, c'est un groupe allemand de rock qui s'est formé à Rammstein, à côté de la base. Probablement. Donc, voilà. Probablement. Ça va pas aller plus loin que ça. Alors, quelques questions sur les visas et témoignages. A-t-on besoin d'un visa pour voyager vers la France en avion via Yerevan? Alors, ça dépend de quelle citoyenneté on parle. Pour un Français, pour le moment, si vous allez en France via Yerevan, vous n'avez pas besoin de visa pour l'Arménie. Alors, il y a plutôt un témoignage. Bonjour. Pour info, les Russes peuvent quitter le pays par voie terrestre uniquement s'ils ont une bonne raison. Entre parenthèses, tourisme pas OK, mais visite de court séjour à un proche est OK. Donc, un proche va passer la frontière estonienne depuis Saint-Pétersbourg en bus, et n'a eu aucun problème, mais le dossier de pièces justificatives était plus gros que d'habitude. Et les gardes frontières avaient aussi plus de questions. Alors là, je pense qu'on parle de visa de l'entrée en Europe, donc visa Schengen. Voilà. Donc, juste, tu peux ajouter un point. Alors, en fait, il y a ça, il y a cet aspect-là. Il faut que vous regardiez par le pays. Donc là, c'est l'Estonie. Mais si vous regardez la Finlande, alors vous allez avoir les limitations que les Russes mettent sur la sortie des ressortissants russes par voie terrestre. Donc ça, c'est une première chose. Là, c'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire où vous êtes détenteur d'un passeport de l'Union européenne et donc voilà, à ce titre-là, on vous laisse sortir, quitter le territoire russe. Soit vous allez rejoindre des proches, il faut le justifier. Et ensuite, il faut regarder les limitations que mettent, en l'occurrence, les Estoniens, mais si vous passez par la Finlande, ce que mettent les Finlandais. Et du mieux que je sache, je crois que les Finlandais ont toujours laissé des restrictions Covid, et par conséquent, il y a l'histoire des vaccins ou l'histoire des PCR, etc., qu'il ne faut pas évacuer de sa tête, parce que sinon, on ne vous laissera pas rentrer, mais du fait des Finlandais, pas du fait des Russes. Les Russes n'ont pas vérifié forcément les vaccins, vont pas vérifier les PCR, ça, c'est pas leur sujet, mais les Finlandais, en face, vont vous dire, ouais, montrez-moi votre Pfizer, on a oublié tous ces mots maintenant, Pfizer, etc., à jour, sinon on ne vous laisse pas rentrer. Je crois qu'ils ont prolongé jusqu'à fin juin, jusqu'au 30 juin, mais ils sont susceptibles de le reprolonger ensuite. Donc oui, il faut bien regarder chaque fois des deux côtés quelles sont les limites. Les conditions qui sont évolutives. À ce propos, d'ailleurs, un point important, parce qu'on a beaucoup parlé de la levée russe des restrictions sanitaires au 15 juin. Il y a eu des levées, mais qui étaient plus sur des questions techniques de visa et d'entrée, choses comme ça. Mais attention qu'il faut bien toujours, pour les Français, notamment, qui arrivent en Russie, d'avoir un test PCR de moins de 48 heures. Alors, dans les faits, il n'est pas toujours demandé, mais ne prenez pas le risque qu'il soit demandé et ayez un test PCR avec vous. Voilà, ça c'est vraiment important parce qu'il y a une confusion là-dessus. La levée des restrictions sanitaires ne veut pas dire la fin du test PCR. Alors pour les Russes, c'est pas demandé. Ils embarquent sans présenter ni le vaccin. Comme d'habitude. Alors je ne sais pas s'il faut toujours qu'ils le fassent 3 jours après, mais bon, non plus, ça ne va pas être ça. Voilà. Voilà, donc deuxième chose pour les visas touristiques, les Français qui ont des visas touristiques russes, donc ils sont délivrés, ils ne peuvent arriver que par voie aérienne ou maritime et en aucun cas par voie terrestre. Donc de la même façon, faites attention à cet aspect. Voilà, alors est-ce que nous avons encore des questions? Je ne crois pas. Ah si, des membres des chambres des pays non amicaux vont-ils intervenir lors du SPIF? Ça, on demandera à notre délégation, notre état-major qui est parti, qui nous fera, j'en suis sûr, un petit compte-rendu de ce qu'ils ont entendu, vu, pas tout nous dire, hein, mais en tout cas, voilà, on en saura plus. Je vous donne rendez-vous lundi. Connectez-vous lundi, vous saurez tout. Voilà. Je ne crois pas que dans le programme, il y a d'intervention officielle, en tout cas. Non. Là, mais l'idée de ces grands forums, c'est plutôt les discussions dans les couloirs qui peuvent faire avancer les choses plus facilement. Voilà, je crois qu'on a vu à peu près tout, donc merci infiniment. Je vais passer la parole à notre directeur adjoint qui va nous donner les derniers éléments intéressants. Bonjour, donc les derniers éléments intéressants, eh bien c'est, n'oubliez pas, les lundis, mercredis et vendredis à 17h30 heure de Moscou ou 16h30 heure de Paris, nous avons le briefing.
Ensuite, si vous avez des questions de logistique, douane, sanctions, nouvelle législation, n'hésitez pas à écrire sur hotline@ccfr.ru et nous vous répondrons. Retrouvez tous nos événements sur notre site ccfr.ru. Prochainement, nous avons le 23 juin une rencontre des directeurs généraux des sociétés membres de la CCI France-Russie. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Et le 24 juin, nous avons une rencontre de la communauté française où l'inscription est obligatoire. Sinon, vous pouvez suivre toutes les actualités de la CCI France-Russie sur le canal Telegram, CCI France-Russie, tout accroché. Et bien voilà, écoutez, à très bientôt et tenez bon. Et comme toujours, la CCI France-Russie reste à vos côtés. À vendredi. Merci, au revoir.